Comment un président peut-il crier victoire militaire sur les réseaux sociaux le jour même où ses propres généraux racontent, en coulisses, qu'il n'a plus de quoi défendre le pays? Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Donald Trump a posté que les États-Unis avaient, je cite, des munitions en quantité massive, avec des guillemets qu'il a mis lui-même pendant que 4 chaînes d'information différentes, NBC, Reuters, CBS et CNN, publiaient au même moment des articles sourcés par des généraux, des amiraux et des hauts responsables de la défense qui disent l'inverse. Pas un désaccord d'opinion. Une contradiction factuelle, documentée, en direct. Et non, c'est pas une dispute isolée entre 2 bureaux du Pentagone. C'est une vague de fuite d'une ampleur qu'on n'a presque jamais vue dans l'histoire moderne de la présidence américaine, où l'appareil militaire lui-même choisit de parler à la presse plutôt que de continuer à couvrir son ministre de la Défense. Alors voici ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. D'abord, je vous montre ce que ces généraux ont réellement dit aux journalistes avec les chiffres précis. Ensuite, je vous emmène dans la pièce, ou presque, où Donald Trump a explosé contre son propre secrétaire à la Défense. Et à la fin, je vous montre le vrai prix de tout ça, celui que personne à la Maison-Blanche n'a envie que vous voyez. 3 pays du Moyen-Orient viennent de signer, ce vendredi, un pacte de défense entre eux, sans les États-Unis, pendant que le Yémen s'embrase encore plus fort. Restez jusqu'au bout, parce que la fin de cette histoire est bien plus grave que son début. Ce n'est pas juste une histoire de pénurie de missiles, c'est une histoire de confiance qui s'effondre à l'intérieur du gouvernement américain et à l'extérieur, chez ses propres alliés régionaux. D'après Reuters, qui cite 3 sources directement familières des chiffres, ainsi que des officiels du commandement CENTCOM et de l'OTAN, l'armée américaine a épuisé la quasi-totalité de ses missiles ATACMS et de ses missiles de précision PRSM, ceux-là même qui ont été utilisés massivement pendant les 5 mois de guerre contre l'Iran. Plus de missiles solaires Patriot PAC-3, plus ou presque plus d'intercepteurs THAAD, plus de munitions antibalistiques SM-2, SM-3 et SM-6 sur les destroyers de la marine. Il faut savoir une chose, un intercepteur THAAD, ça sert à une seule chose, arrêter un missile balistique ennemi avant qu'il touche une base ou une ville. Sans lui, un pays comme l'Iran peut tirer ses missiles balistiques avec une liberté presque totale. C'est exactement ce que dit Reuters. L'Iran, désormais, peut agir avec impunité. NBC, de son côté, cite 4 sources internes qui décrivent un Donald Trump isolé, humilié et furieux. CBS parle de 2 sources qui confirment que les stocks mondiaux de missiles longue portée sont à sec. CNN cite plusieurs officiels de haut rang qui racontent en interne la panique du président face à des négociations avec l'Iran où les États-Unis n'ont plus aucun levier militaire réel. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste une histoire de gestion de stock, un problème logistique qu'on va corriger avec plus de production d'usines. Sauf que ça ne tient pas, parce que le vrai sujet, c'est pas la pénurie elle-même. C'est ce qui s'est passé quand quelqu'un a essayé d'en parler franchement à Trump. Accrochez-vous, parce que ça va plus loin que ça n'en a l'air. D'après plusieurs médias, dont le Daily Beast et le Times of Israel, Donald Trump a personnellement appelé Steven Feinberg, le numéro 2 du Pentagone, un vendredi soir. C'était pour une engueulade en règle. Ces médias citent des sources internes concordantes. Selon ces sources, Trump lui aurait reproché de ne pas l'avoir prévenu de l'ampleur du problème. Il l'aurait même menacé de le licencier sur le champ. C'est une information rapportée, attribuée à des sources internes, pas un fait judiciairement établi, mais elle vient de plusieurs rédactions distinctes. Ce qui en renforce le poids, et voilà où ça devient intéressant. Selon ces mêmes reportages, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, aurait fait porter la responsabilité de cette absence de communication à Feinberg lui-même. Ça se serait passé pendant une réunion de crise à Camp David. Autrement dit, le ministre qui devait informer le président a préféré désigner un coupable plutôt que d'assumer. Sauf que la Maison-Blanche dément intégralement cette version. La porte-parole officielle a déclaré, textuellement, que c'était à 100% une fausse information. Elle affirme que ça ne s'est littéralement jamais produit. Le porte-parole du Pentagone lui affirme que Hegseth n'a trompé personne sur l'état des munitions et n'a jamais accusé Feinberg. Alors on a d'un côté plusieurs rédactions distinctes qui rapportent la même scène à partir de sources internes différentes et de l'autre un démenti frontal et total de la Maison-Blanche.
C'est exactement le genre de situation où il faut être précis. Ce qui est établi, c'est que ces reportages existent et concordent sur les grandes lignes. Ce qui reste une allégation, c'est le déroulé exact de la scène et les mots employés. Mais une chose reste vraie, quel que soit le camp qu'on croit. Le fait même que ce genre de récit circule, avec cette précision dans 4 rédactions concurrentes, en dit long sur l'état de la confiance interne au sommet de l'appareil de défense américain. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans la manière dont cette guerre contre l'Iran s'est terminée, il était juste. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi des généraux et des amiraux, dont c'est littéralement le travail de rester discret, décident-ils tout à coup de parler à la presse, tous en même temps, sur le même sujet? Le vrai problème commence ici. Faut savoir que dans l'armée américaine, la loyauté à la chaîne de commandement est presque une religion. Un général qui fuit à la presse, c'est un général qui a calculé que le risque de se taire est devenu plus grand que le risque de parler. Et quand ça arrive à cette échelle, coordonnée sur NBC, Reuters, CBS, CNN et The Atlantic en l'espace de 48 heures, ce n'est plus une fuite isolée. C'est un signal collectif envoyé depuis l'intérieur de la défense américaine. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que cette pénurie ne date pas de Trump. Les stocks de munitions de précision ont été largement engagés depuis des années, notamment dans le soutien massif à l'Ukraine sous l'administration précédente, et reconstruire une chaîne industrielle capable de produire des intercepteurs THAAD ou des missiles Attack-MS prend plusieurs années, pas plusieurs mois. C'est un vrai problème structurel, documenté depuis longtemps par les propres rapports du Pentagone, et il serait malhonnête de faire comme si Trump avait, à lui seul, vidé les arsenaux du jour au lendemain. Sauf qu'un détail change toute la lecture de cette affaire. Le problème structurel, personne ne le nie, pas même les généraux qui ont fuité. Le vrai problème, c'est le timing. Le même jour où ces généraux décrivaient des stocks à sec, le président a publié sur les réseaux sociaux que les États-Unis disposaient de, entre guillemets, des munitions en quantité massive. Il a ajouté que quiconque avait fuité cette information traîtresse serait traqué. Ce n'est plus une question de production industrielle lente. C'est un choix, en temps réel, de nier une réalité documentée par 4 rédactions différentes plutôt que de l'assumer devant les Américains. Il poursuit ses propres généraux pour avoir parlé. Mais il refuse de publier le moindre chiffre pour prouver qu'ils ont tort. En clair, il accuse et il espère que personne ne va vérifier. Et il y a un autre nom qui revient dans ces mêmes fuites, Elbridge Colby, le numéro 2 du Pentagone, celui qui s'était présenté comme le grand faucon anti-Chine de l'administration. D'après le récit rapporté dans les mêmes cercles militaires qui ont parlé à la presse cette semaine, ce même Colby aurait multiplié les demandes discrètes pour obtenir une rencontre avec Pékin sans succès. C'est une information rapportée par une seule source de commentaires, pas confirmée par un document officiel chinois ou américain, donc à prendre comme telle, une allégation, pas un fait établi. Mais si elle est vraie, elle raconte quelque chose de cohérent avec le reste. Un porte-parole de la fermeté qui, en coulisses, cherche plutôt à ménager l'adversaire qu'il était censé confronter. Il faut savoir aussi où est parti l'argent, parce que ça éclaire pourquoi les stocks de précision sont si bas. Sur l'année écoulée, le budget de la défense a dépassé les 1000 milliards de dollars. Une partie considérable de cet argent a été redirigée vers un programme de destroyers surnommé Class Trump. Ces navires sont conçus pour ressembler esthétiquement aux cuirassés de l'entre-deux-guerres, plutôt qu'aux plateformes furtives et aux essaims de drones qui dominent les conflits actuels, du Donbass à la mer Rouge. Ce choix budgétaire est documenté dans les débats internes rapportés par plusieurs médias spécialisés en défense. L'appréciation esthétique elle-même reste une déclaration attribuée au président, donc de niveau 2, pas un fait chiffré indépendant. Mais le contraste, lui, est difficile à ignorer. Produire des intercepteurs et des drones coûte une fraction du prix d'un programme naval de prestige. Et c'est précisément le type de munitions qui manque aujourd'hui sur le terrain. Le grand faucon anti-Chine de l'équipe Trump, qui supplierait en coulisses pour obtenir un rendez-vous à Pékin, difficile de trouver plus ironique. En clair, on annonce la fermeté en public et on quémande la photo officielle en privé. Un président qui a fait faillite avec 3 casinos, alignés les uns à côté des autres, dirige aujourd'hui la stratégie militaire du pays le plus armé du monde. Ça inspire confiance. Un président qui ment sur l'état réel de ses stocks de missiles n'a pas peur de l'ennemi. Il a peur d'être vu sans armes. Et voilà, en une phrase, tout le mécanisme de cette histoire. Ce n'est pas de la maladresse de communication,
C'est une manière de faire, répéter, nier publiquement ce que ses propres services confirment en privé, puis chercher qui a parlé plutôt que corriger le problème. Il y a un deuxième chapitre à cette histoire, et il change toute la portée du premier. Parce que pendant que Washington gère sa crise de communication interne, le reste du monde, lui, ne regarde pas Twitter. Il regarde les cartes. Vous avez remarqué, comme ce genre de détail, un pacte de défense signé sans les États-Unis disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes conservatrices. C'est pas un oubli éditorial. Ce vendredi 7 août 2026, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé ce qu'ils appellent le pacte de défense de la Mecque, un accord de sécurité mutuelle entre les trois pays, rapporté noir sur blanc par France 24 et par Turkish Minute. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite et le Pakistan avaient déjà un accord de défense mutuelle signé en 2025, une alliance qui avait fait sourciller tout le monde parce que le Pakistan est la seule puissance nucléaire du monde musulman. Là, on ajoute la Turquie, membre de l'OTAN, dans le même paquet. Regardez bien ça. Ce pacte se signe exactement au moment où les propres généraux américains disent aux journalistes que Washington n'a plus les stocks pour tenir un conflit prolongé au Moyen-Orient. Vous trouvez ça normal, ce timing? Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce qu'au même moment, la situation au Yémen s'aggrave à une vitesse inquiétante. Selon des sources militaires citées par l'agence Reuters, reprises par de nombreux médias dont Yahoo News, les Houthis ont tué au moins 58 soldats des forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite. C'était le jeudi 6 août 2026, l'une des journées les plus meurtrières de ce conflit depuis des années. Le lendemain, vendredi 7 août, une frappe de drone Houthi a tué 3 membres du gouvernement yéménite dans la ville de Marib. Une autre attaque dans le sud de l'Arabie Saoudite a blessé 11 civils. Les Houthis ont aussi déclaré un blocus maritime contre les navires saoudiens qu'ils tentent d'imposer en frappant directement des pétroliers. C'est là que le tableau change complètement. Un allié historique des États-Unis, l'Arabie Saoudite, subit des pertes militaires massives et une menace directe sur ses côtes, au moment précis où l'armée américaine annonce, par la voix de ses propres généraux, qu'elle n'a plus les moyens de garantir une protection antibalistique fiable dans la région. Et la réponse de Riyad, ce n'est pas d'appeler Washington à la rescousse. C'est de signer un pacte de défense avec la Turquie et le Pakistan. Ça, c'est pas de la coïncidence. C'est un signal de désengagement silencieux mais lisible. Un peu comme cette histoire du cheval de Troie. La menace n'entre jamais par effraction, elle entre par la porte qu'on lui a nous-mêmes ouverte. Et ici, la porte, c'est le vide capacitaire américain que ses propres officiers viennent de documenter publiquement. Il y a même un troisième signal, presque passé inaperçu, sur le détroit d'Ormuz. Selon des médias régionaux relayés cette semaine, l'Iran négocierait avec Oman le contrôle de la circulation dans le détroit, avec une condition simple, aucun navire américain ou israélien n'y aurait accès librement. C'est un accord encore en discussion, donc de niveau 2, rapporté mais non signé publiquement au moment de cette vidéo, mais le simple fait qu'une telle condition soit sur la table, sans opposition frontale de Washington, montre à quel point le rapport de force s'est déplacé en quelques mois à peine. C'est pas la grenouille qui bout d'un coup dans l'eau brûlante, c'est une chaleur qui monte degré par degré assez lentement pour que personne à Washington ne semble avoir sonné l'alarme à temps. Cette impression de ne pas avoir toute l'histoire, quand vous entendez l'Amérique, reste le garant de la sécurité au Moyen-Orient. Elle était fondée, pas exagérée. Pendant que Washington compte ses missiles vides et cherche qui a parlé à la presse, Riyad, Ankara et Islamabad viennent de signer l'assurance vie qu'ils n'ont plus l'intention de nous demander. Voilà, en une phrase, ce que cette semaine raconte vraiment. C'est pas seulement une crise de communication à la Maison-Blanche. C'est le moment précis où des alliés régionaux, en observant l'état réel des capacités américaines, décident de construire leur propre filet de sécurité sans attendre Washington. Revenez avec moi à la question du départ. Comment un président peut-il crier victoire militaire sur les réseaux sociaux le jour même où ses propres généraux racontent l'inverse en coulisses? Vous êtes venu pour une histoire de pénurie de munitions. Vous repartez avec la preuve que cette pénurie
a déjà commencé à redessiner les alliances au Moyen-Orient sans que les États-Unis en soient même informés à temps. Ceux qui ne regardent que les gros titres, ceux qui se contentent d'un post-Trump démentant tout en majuscules, ratent exactement cette partie-là. Ils ratent le pacte de la Mecque. Ils ratent les 58 soldats saoudiens tués en une seule journée. Ils ratent le fait que 4 rédactions concurrentes rapportent la même scène de panique à Camp David, alors que la Maison-Blanche jure que ça n'a littéralement jamais eu lieu. Ce n'est pas un accident de communication. C'est un schéma. Et il se répète. Nier publiquement, blâmer les messagers, laisser les alliés tirer leurs propres conclusions. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement l'état des stocks de missiles américains. C'est ce qui arrive quand des pays entiers arrêtent de faire semblant de croire aux déclarations officielles de Washington. Et ce n'est probablement pas terminé. Parce que pendant que Donald Trump se filme en train de traiter ses propres généraux de traîtres, ce sont les soldats saoudiens sur le terrain au Yémen, les familles à Marib qui viennent de perdre 3 responsables gouvernementaux, et les équipages des pétroliers menacés de blocus qui absorbent le coût réel de ce vide, pendant que les porte-paroles, eux, continuent de répéter que tout va très bien. La question qui reste ouverte, et qu'aucun communiqué de presse ne va résoudre pour vous, c'est celle-ci. Quand une superpuissance perd la confiance de ses propres généraux, en même temps que celle de ses alliés historiques, qu'est-ce qui reste vraiment de sa capacité à peser sur le monde ? Je vous promets une chose. Dès que de nouveaux éléments sortent sur cette affaire, vous le saurez ici en premier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite.